Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je m'attendais à un séminaire fermé, comme on dit. On aurait été 5 ou 6 autour d'une table. Là, je suis impressionné qu'il y ait autant de monde. Alors, je vais compléter un peu, pour introduire mon propos, je vais compléter un peu ce qu'a dit Agnès me concernant. Il se trouve que, par ailleurs, je préside le concours des cabanes, donc depuis pas mal d'années, mais réalisé par des enfants. Voilà. Et il y a un numéro entier de la revue Maison paysanne de France qui va sortir bientôt sur les cabanes, dans lequel numéro je fais l'historique étymologique du mot cabane, donc je ne le reprendrai pas ici. Bon, c'est un autre objet évidemment d'étude. Et puis, par ailleurs, je me suis intéressé depuis très longtemps au logement, et d'un point de vue philosophique, comme ça a été dit. Donc, lorsque j'étais comme vous, étudiant, je ne comprenais pas pourquoi les philosophes qu'on m'enseignait à la fac ne m'éveillaient pas aux transformations du monde que je voyais. Les centres commerciaux, les marais pavillonnaires, les gratte-ciel, tout ça, les mégalopoles, ils n'en parlaient pas. Ni Sartre, ni Merleau-Ponty, ni Derrida, ni Deleuze, ni Ricoeur. Et donc, je m'y suis mis un peu tout seul. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir une chaire de philosophie de l'architecture et ensuite de philosophie de l'urbain, et de pouvoir avoir, ce qui est une chance inouïe, de très nombreux et brillants doctorants et doctorantes qui aujourd'hui continuent à alimenter cette réflexion sur le devenir urbain de l'être, pour parler en ces termes. Et la notion d'habitation avec un H majuscule ne correspond pas du tout à la cabane ou à l'habitat. Évidemment, c'est une autre approche. Ce sera l'ambiguïté peut-être de cette journée, et en même temps sa richesse, c'est que nous allons utiliser les mêmes mots pour désigner des choses tout à fait différentes, parce que l'un sera anthropologue, l'autre géographe, l'autre clinicien et l'autre philosophe. Et encore même en philosophie, il y a encore certainement des, des manières de penser qui diffèrent. Dans la philosophie, les deux textes majeurs concernant l'habitation avec un H majuscule sont un texte de Martin Heidegger qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser », sans aucune virgule entre ces trois verbes, puisqu'il est saisi en même temps. C'est une conférence qu'il donne à Darmstadt en 1951 lors d'un colloque sur l'homme et l'espace. C'est un texte que vous retrouvez dans un recueil qui s'appelle Essais et conférences. C'est un texte excessivement difficile, mais absolument remarquable, et qui prend beaucoup de temps à commenter et à être décortiqué. Et l'autre, c'est Gaston Bachelard, qui ne supportait pas Heidegger par ailleurs, Gaston Bachelard, qui en 1957 publie La poétique de l'espace, où il explique en une formule splendide que la maison natale n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe. Et c'est à partir de là où on peut comprendre toute sa démarche, toute son approche, qu'on appelle également phénoménologique. Alors, du coup, en lisant ces auteurs, j'ai voulu comprendre comment existaient ceux qui résidaient dans des bidonvilles. Est-ce qu'ils y habitaient? C'était la question que je me posais. Donc, c'est bien habiter, territoire et environnement de votre axe de recherche. Là, nous sommes à la fin du XXe siècle, et je vais pendant une dizaine d'années, aidé par la Fondation pour le progrès de l'homme, sur un terrain philosophique, ce qui est assez étonnant, dans un bidonville à Pune, en Inde, dans le Maharashtra, à côté de Bombay, où là, je suis pris en charge par deux activistes indiens, dont une féministe remarquable, Emma Raikar. Et je loge dans un bidonville et j'y réside un certain nombre de temps. Mais je ne suis pas anthropologue, attention, ne mélangeons pas les choses. Je ne suis pas journaliste non plus. J'observe. Et bêtement, je voulais travailler un peu par provocation, sur le bonheur dans le bidonville, sans savoir qu'en marathi, il n'y a pas de mot pour dire bonheur, et que le nirvana qu'on trouve dans Sanskrit n'a aucun rapport avec le bonheur tel que nous le définissons, nous, ici en Occident. Donc, vous voyez, pour comprendre la réalité des cabanes et des bâtiments de fortune dans les bidonvilles, il nous faut écologiser notre esprit d'une part et le désoccidentaliser, ce qui n'est pas facile, évidemment, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, évidemment. Donc, du coup, il faut sortir un certain nombre de représentations qu'on aurait un peu spontanément comme ça autour du bidonville. Et chemin faisant, j'ai proposé un essai sur les bidonvilles à La Découverte, qui est une maison d'édition
dont j'étais le directeur littéraire pendant quelques années, qu'il a accepté, et avec 10 ans de retard, je viens de rendre le manuscrit. Je dis ça pour vous rassurer, hein. On peut avoir du retard quand on rédige des textes. J'ai sorti plein d'autres livres entre-temps, évidemment, mais donc je viens de le rendre. Donc ça tombe bien, parce que je vais pouvoir vous en parler maintenant. C'est dans la collection Repères, donc j'allais dire, oui, c'est une épreuve, j'allais dire un exploit, c'était prétentieux, c'est une épreuve de présenter la question des bidonvilles en si peu de pages. Alors, la thèse centrale est la suivante, c'est qu'il n'y a pas de ville sans bidonville. Donc, le bidonville n'est pas une apparition du XXe siècle, c'est lié déjà à toutes les formes organisationnelles qu'on appelle la ville. Dès les premières villes, 3500 ans avant Jésus-Christ, il y a des endroits dans la ville, il y a dans les plis de la ville, eh bien, des habitats précaires, squattés, édifiés maladroitement avec des matériaux de récupération. Bon. Alors évidemment, comme ça n'intéressait pas les spécialistes de l'Égypte ancienne ou de la Grèce antique, ils ne se préoccupaient pas de cette question, mais on le sait par les travaux des archéologues comme Jean-Paul Demoule, par exemple, qui nous montrent que dans certaines villes les plus anciennes, il y avait comme ça, généralement lié à l'arrivée d'une main-d'œuvre rurale, pour construire, par exemple, des quais, pour canaliser le fleuve, ou pour édifier un temple important, eh bien, il y avait finalement des manœuvres qui venaient d'ailleurs, il fallait bien les loger, et ils se logeaient eux-mêmes en construisant leur abri, généralement de manière de celle qu'ils connaissaient en tant que paysans. Donc, c'est des abris ruraux qui se trouvent au cœur de la ville. Et ceci va perdurer parce que ce qui frappera certainement les esprits de ceux qui vont étudier les premières favelles au Brésil, c'est qu'elles ressemblent à des cabanes rurales, à des cabanons, etc. Et en fait, c'est parce que la population qui les bâtit sont des paysans, tout simplement, hein. Donc, ça, c'est le premier point. Je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop long à développer. Au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment du productivisme ou du capitalisme, appelez ça comme vous voulez, nous avons alors là un phénomène nouveau qui est celle de la taudification. C'est-à-dire que pour peupler cette population qui vient des campagnes pour travailler dans les usines, il faut les loger et ils n'ont pas les moyens de payer un loyer. Et donc, ils vont squatter, ils vont occuper illégalement des maisons qui existent déjà, en les découpant en chambres simplement pour dormir, et en partageant parfois le même lit. On le sait par les enquêtes ouvrières comme celle de Villermé. Parfois, un lit sert en 3/8, j'allais dire, hein. Bon. Et pas seulement le lit, souvent même le pantalon sert en 3/8. Donc vous voyez, c'est une pauvreté absolument incroyable. Et on appelle ça des taudis ou des slums en anglais. Bon, là aussi, il faut faire l'étymologie, tout ça, je n'ai pas le temps de passer là-dessus, bon, qui est révélatrice de plein de choses, hein, cette étymologie. Et au même moment, il y a à côté de la ville ou dans la ville, sur des terrains généralement qui appartiennent à la municipalité ou à l'État, ou alors à l'armée, ou alors à la SNCF locale, des emprises foncières qu'on peut occuper. Et on les occupe à quelques-uns, parce que très très vite, évidemment, on fait venir des cousins du village dont on vient, et on les accueille dans la ville, on leur explique un peu le mode d'emploi de la ville, et on construit avec eux une baraque. Donc, vu de loin, les premiers bidonvilles qui vont être décrits très précisément quand même par des observateurs, c'est les favelles brésiliennes. Le mot favela revient, c'est une plante urticante, enfin, qui poussait sur des terrains un peu vagues, et donc ce nom de cette plante a donné le nom de l'habitat qui s'est construit à côté. Du reste, favela, au début, il y a 2 ailes. Enfin bon, peu importe, je ne rentre pas non plus dans tous ces détails. Bon, et on est là en 1903, 1904 à Rio. Donc c'est comme ça que tout d'un coup, ces lieux vont proliférer, vont s'agrandir, et ils sont tous marqués donc par l'illégalité de l'occupation du foncier et par la précarité
des équipements. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas d'eau, voilà, il n'y a pas de route, bien souvent, il n'y a pas de ramassage des ordures ménagères, etc. Il n'y a rien du tout. Il y a simplement une occupation d'un campement. C'est pour ça que ce que dit Agnès est très juste. Il faut comparer avec peut-être Calais ou avec Grande-Synthe, etc., des campements d'aujourd'hui. Et évidemment, tous les camps de réfugiés en Afrique, dus aux guerres et aux violences interethniques. Et donc, là, on a des éléments de comparaison. Et donc, ce qu'on observe pour ces premières favelles, et là, il y a des témoignages de journalistes du centre-ville de Rio qui osent s'aventurer dans ces quartiers qu'on croit dangereux et qui ne le sont pas nécessairement. Et là, ils font des relevés, ils font même des photographies, et on voit effectivement ce qui vous vient à l'esprit à tous, c'est une maison hâtivement construite, très, très, très fragile d'une certaine manière, avec des éléments en bois, en carton, et puis, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, des bâches, et beaucoup plus tard des tôles ondulées quand on aura un peu plus de moyens. Donc, c'est vraiment des abris excessivement petits. Ceux dans lesquels j'ai vécu en Inde, à Pune, c'est quand même au maximum 2,5 mètres sur 3 mètres. Hein. Donc, c'est vraiment des pièces très, très petites dans lesquelles vivent une famille entière. Donc, alors, la famille entière du bidonville, c'est une caractéristique quasi planétaire. Le chef de famille, c'est une femme. Les hommes sont absents. Les hommes passent, mais ne restent pas. Et dans les témoignages que je vais vous lire tout à l'heure, si j'ai le temps, ce sont des femmes qui ont 3 ou 4 enfants avec 3 ou 4 hommes différents. Et toujours, elle croit à la belle histoire d'amour, hein, mais qui ne se prolonge pas. Et les hommes sont très volages et s'en vont. Et donc, ça, c'est assez banal dans l'ensemble des bidonvilles. Dans celui où je suis resté plusieurs années, où j'allais régulièrement plusieurs années de suite, pardon, j'étais reçu par la responsable d'une ONG qui travaillait avec les femmes battues, elle-même étant une femme battue, et elle m'a expliqué que le danger le plus important dans ce bidonville de Pune, c'était l'alcoolisme. Et moi, j'étais surpris, en tant qu'Européen qui aime bien boire du vin, de ne pas avoir de vin, et de ne pas avoir de bière, et de ne pas avoir d'alcool. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cet alcoolisme? Et c'est un alcoolisme très particulier. C'est des gens qui font chauffer des boîtes de cirage chinois sur un brasero et qui vont inhaler les vapeurs d'alcool. Donc, vous voyez, c'est un alcoolisme très particulier parce que ça conduit à la déstructuration totale du cerveau. Enfin, donc, ils deviennent excessivement méchants, hargneux, et ils frappent leurs femmes. Et donc, il y a là toute une. C'est quelque chose d'excessivement répandu. Enfin, tu vois, ce n'est pas du tout marginal. Hein. Et donc, j'ai toujours été impressionné, y compris dans les enquêtes que j'ai menées dans des bidonvilles au Sénégal ou au Maroc, de voir à quel point il y avait une incroyable ténacité des femmes pour rester non seulement dignes, mais pour pouvoir bien élever leurs enfants. Et donc, d'année en année, dans ce bidonville de Pune, j'ai vu le sol de terre battue devenir cimenté, j'ai vu une fenêtre en bois avec des vitres s'installer sur un mur. Donc, il y avait vraiment une amélioration de l'abri qui devenait de plus en plus peut-être une habitation avec un H majuscule. Mais bon, là-dessus, je vais essayer d'y revenir. Donc, pour ce livre, j'ai dépouillé une littérature excessivement abondante, pas seulement d'anthropologues, mais aussi, parce que ça existe, ça m'a passionné, des récits de vie. Beaucoup de femmes de bidonville, des bidonvilloises, vont rédiger, vont tenir un journal. Donc, c'est des gens qui ont appris à écrire en écrivant. Donc, c'est bourré de fautes d'orthographe, etc., etc. C'est pas très, très bien rédigé, si vous voulez, d'un point de vue grammatical, mais c'est du document brut, j'allais dire, très riche affectivement, même sentimentalement. Et donc, lire ces textes m'a enchanté, bien sûr. Et je me suis aperçu qu'il y avait des similitudes, même si chaque bidonville, c'est une phrase de Colette Pétonnet, doit être étudié en lui-même, il y a quand même des points communs. Alors, pour aller très très vite, il y a au moins trois éléments qui concernent la vie quotidienne des bidonvillois.
Le premier, c'est la présence massive des rats. Les rats sont là, partout, sur tous les continents, et ils dévorent des bébés, ils en étouffent, ils en font mourir. Donc, je vais pas, j'avais des extraits de texte, mais bon, c'est pas la peine que je vous lise tout ça. En plus, c'est assez triste. Bon. Mais c'est la réalité. Alors, aussi bien dans les bidonvilles de Nanterre, aussi bien dans les bidonvilles de Champigny, aussi bien dans les favelles brésiliennes. Enfin, le rat est un personnage qui s'invite, alors qu'on n'en veut pas, dans tous ces baraques, dans toutes ces baraques et Habitat de Fortune. Habitat de Fortune, j'ai pas, là aussi, j'ai voulu en faire l'historique. Fortune, c'est la chance. Donc, vous voyez, c'est assez curieux d'appeler ça habitat de fortune, puisque nous, on considère qu'ils ont la malchance d'être dans ce type de non-logement. Bon. Donc, le rat. Le deuxième point, c'est le feu. Comme ce sont des matériaux de récupération en bois, en carton, en papier, etc., ça s'embrase très vite. Et d'autant plus qu'il n'y a pas d'électricité, évidemment, dans ces bidonvilles. Donc, on se chauffe et on cuisine avec des lampes à gaz, on se va chauffer avec des lampes à huile, et puis on va se cuisiner avec des braseros. Donc, tout ça peut accidentellement mettre le feu à une maison. Et évidemment, tout de suite, comme cette maison colle à une autre, le feu se répand. Donc, le feu est présent dans tous les récits, dans toutes les analyses de tous les bidonvilles du monde entier. Et puis, le troisième point qui est présent, dans deux sens, vous allez voir, c'est l'eau. L'eau, parce que comme il n'y a pas d'étanchéité de ces cabanes, forcément, dès qu'il y a des pluies, et dans les pays tropicaux, évidemment, il y a la saison des pluies qui est très importante, on est trempé, enfin, on est mouillé, c'est terrible, ça vient imbiber les vêtements qui puent, etc., qui sont abîmés. Et puis, d'autre part, il y a la question de l'eau, par son absence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canalisation. Il y a parfois un robinet d'eau, au mieux, qui, lorsqu'une ONG internationale l'a financé, qui va alimenter tout un quartier d'un bidonville. Et il n'y a pas non plus de latrine. L'Inde, il y a 3-4 ans, a lancé un énorme plan, mais j'ai vérifié avant de venir avant-hier. Bon, finalement, c'est loin d'être mis en place, mais a lancé un plan de construction. C'est considérable. Alors là, il y a énormément de rapports de médecins, de psychiatres, etc., qui montrent à quel point l'absence de latrine provoque des troubles excessivement importants, en particulier pour les femmes, pour constipation, de maux de ventre, etc. Et sans évidemment l'absence de pudeur liée à l'acte intime d'aller aux toilettes. Donc c'est quelque chose auquel on ne songe pas lorsqu'on est un occidental, mais et encore, on le sait quand on travaille avec des gens de la rue, la difficulté d'aller uriner ou de déféquer est terrible. Hein, bon. Et donc, en Inde, là, il y a des études tout à fait documentées sur les pathologies spécifiques à ça. Et les femmes que j'interrogeais dans mon petit bidonville de Pune, je dis petit parce qu'il y avait que peut-être 8000 habitants. Dharavi, le grand bidonville de Bombay que j'ai aussi visité, il y a 1 million d'habitants. Donc, vous voyez, c'est une autre proportion, hein, une autre taille. Bon. Et dans le petit bidonville de Pune où j'étais, toutes les femmes, je posais la question avec une interprète, parce que je ne parle pas marathi, et elle me répondait très précisément que, en fait, elles se levaient à 4 heures du matin pour pouvoir aller faire leurs besoins aux alentours du bidonville, sans qu'un homme soit là et peut parfois l'embêter. Enfin, même, il y a eu même des cas de viol. Enfin, bon. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que la femme du bidonville, dès qu'elle se lève, est en situation délicate, pour ne pas le dire autrement, hein, et jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est quelque chose de terrible. Et en même temps, le bidonville fonctionne comme une petite ville. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes enjeux entre pureté et impureté, par exemple, pour l'Inde. C'est deux valeurs fondamentales. Donc, on essaie de maintenir propre l'intérieur de sa maison.
on la balaye, on l'entretient. Et c'est vrai que moi, j'ai été toujours impressionné par ça. Et puis, il y a cette idée aussi d'offrir le meilleur cadre de vie à ses enfants. C'est pas dit avec ce vocabulaire, évidemment. Et je me souviens, un jour, j'arrive dans ce bidonville de Pune et mon interlocutrice, donc cette fameuse femme qui s'occupait du comité des femmes battues, donc c'est une forte personnalité, me voit et elle était en train de parler avec trois jeunes gens, hommes et garçons et filles qui étaient de HEC. Il y a une annexe d'HEC, et ils faisaient une enquête, tenez-vous bien, sur le taux d'équipement des ménages dans le bidonville. Et c'était la première fois de leur vie, eux, indiens, qu'ils pénétraient dans un bidonville, évidemment. Et donc, ils posaient des questions, ils avaient un classeur, et puis voilà, ils remplissaient. Et cette femme me fait signe, et je vois qu'elle est hilare. Donc, j'étais assez surpris. Je me suis dit, tiens, elle va avec trois clowns, qui la font rire. Et j'arrive, elle les laisse partir, et elle me dit, ce sont des étudiants, ils ne comprennent rien à rien. Voilà, je viens d'apprendre que je suis plus pauvre que pauvre. Alors, je lui dis, ah bon? Elle dit, oui, selon leurs critères, comme je n'ai pas de réfrigérateur, je suis plus pauvre que pauvre. Et c'est là où elle éclate de rire, parce qu'elle me dit, dans ma caste, on ne mange que des produits du jour. Donc, je n'ai pas besoin de réfrigérateur. Mais je pourrais m'en acheter un ou deux. C'est là où ils sont idiots, mais ils ne m'ont même pas posé cette question. Et du coup, elle dit, je suis beaucoup plus riche que l'autre voisin qui n'était pas pauvre. Donc, elle aurait voulu être dans la même catégorie sociologique. Bon, alors, donc, c'est pour vous montrer aussi que derrière un bidonville se cachent d'autres bidonvilles. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi éliminer un certain nombre de lieux communs, enfin, qu'on a tous en tête. J'en donne un autre qui est très important, c'est qu'on croit vu de loin que c'est une autoconstruction, qu'il y a une très grande solidarité entre les gens. Alors, elle vous dit non. Elle vous dit non, c'est des rivalités incroyables. Alors là, dans les récits que j'ai pu lire, comme je vous le disais, des textes qui datent de 1950 au Brésil, d'autres de 56 au Maroc, etc. Là aussi, on voit à quel point il n'y a pas du tout de solidarité et d'entraide dans les bidonvilles et qu'il y a des jalousies, qu'il y a des gens qui lancent des rumeurs pour dénigrer une autre, etc., ou un autre. Et donc, ce n'est pas un lieu où il y aurait une sorte de communauté, si vous voulez. Il n'y a pas d'esprit communautaire. C'est au contraire, sauf s'il y a un leader local, mais généralement, ça ne dure pas très longtemps parce que les autorités publiques n'aiment pas les leaders populaires, les activistes, hein, ils s'en méfient comme de la peste, puisque c'est eux qui vont pouvoir organiser et fédérer les revendications pour pouvoir arriver peut-être à une amélioration du bidonville. Donc, la culture des pauvres, c'est une expression, je mets entre guillemets, que vous connaissez, qui a été élaborée en particulier par Lewis, Oscar Lewis, qui est un anthropologue américain qui a travaillé. Bon, là aussi, ce serait pour le débat de tout à l'heure si on y arrive. Est-ce que ça, bon, c'était très très discuté, du moins aussi en France, où on ne pense pas qu'il y a une culture des pauvres, mais je la mentionne parce qu'elle est très importante. Et cette culture des pauvres, en fait, elle était tout à fait liée à la culture rurale étudiée par Robert Redfield. Alors, Robert Redfield, c'est un auteur excessivement important, hein, qui était, dit-on, l'élève préféré de Robert Park, le fondateur de l'école de Chicago et de l'écologie humaine. Je précise tout de suite, parce que j'en ai fait l'historique, c'est l'écologie humaine. Le recueil de textes en français, malheureusement, d'Isaac Joseph et de Grafmeyer, a été titré « Écologie urbaine ». Le mot écologie urbaine apparaît aux États-Unis en 1956 seulement. Donc là, on est en 1925. C'est la publication de The City, qui est le petit livre manifeste. Donc voilà, je dis ça parce que c'est très important de comprendre que le vocabulaire des sciences humaines et sociales va être importé, on en parlait hier, va être importé de l'éthologie dans la sociologie et l'anthropologie. Donc c'est Robert Park qui étudie la philosophie dans la ville allemande de Strasbourg. À l'époque, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Et dans cette université, il lit la traduction allemande de l'écologie des plantes de Genius Warming, qui était paru en 1895. Et donc, c'est là où il prend les notions d'individu, société, population, migration, territoire, habitat.
Donc, voyez, tous ces termes sont tous des termes du vocabulaire de la botanique, puis de la zoologie, et lui, il va les intégrer au discours des sciences humaines et sociales pour créer précisément, non pas une écologie naturaliste, mais une écologie humaine. Et c'est bien après qu'on va inventer l'écologie politique, l'écologie sociale avec Murray Bookchin, qui est un homme très important, l'écoféminisme, etc. Donc on voit bien que là, on est au tout début, et donc ils vont aussi travailler sur l'habitat précaire, mais ça, je n'ai pas le temps de le développer. Alors, Colette Pétonnet, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle va au Maroc, qui appartient encore à l'Empire français, nous sommes avant 56, elle arrive au Maroc à Casablanca en 1953, et elle est agent du ministère de la Justice. Elle s'occupe des centres d'éducation et de réinsertion des jeunes délinquants. Donc, vous voyez, elle n'a pas fait d'études d'anthropologie, elle ne sait pas encore qu'elle fera des études d'anthropologie. Donc, elle est nommée là, elle y va aussi pour rompre un peu avec sa famille, qui commençait à la gonfler. Bref, je ne rentre pas dans tous ces détails qu'elle m'a raconté. Et donc, elle est toute jeune, elle arrive là, et elle a une grande amitié avec une Marocaine qui devient son amie, dont les parents habitent un bidonville, et elle va apprendre l'arabe comme ça, du jour au jour, puis elle va observer la manière dont fonctionne ce bidonville. Et ensuite, quand elle rentrera en France et qu'un ami à elle lui dira, en voyant des tas de poteries, mais ça vient d'où? Elle dira, ça vient du Maroc. Puis elle lui raconte l'histoire de chacune de ces poteries, etc. Et le gars, il dit, mais attends, il faut que tu fasses de l'anthropologie. et donc, il va l'encourager à aller s'inscrire, et elle va suivre les cours, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, de Leroi-Gourhan et de Roger Bastide. Il ne faut pas oublier Roger Bastide, très important pour elle. Et les deux sont dans des positions marginales dans la formation des anthropologues à l'époque. Parce que l'un travaille surtout au Brésil et son condamblé, c'est Roger Bastide, qui auparavant a été un spécialiste des mystiques du XVe siècle, donc c'est autre chose. Et puis, Leroi-Gourhan alors lui a un parcours très particulier, comme vous le savez, il commence d'abord par travailler la langue russe, puis la langue japonaise, c'était un spécialiste du japonais, et il fait un grand papier sur la symbolique du kimono, puis c'est après seulement qu'il devient archéologue et ensuite préhistorien. Donc c'est vrai, c'est des parcours assez étonnants, et les deux lui disent, si vous faites une thèse d'anthropologie avec nous, vous n'aurez aucun terrain exotique. On n'est pas dans les réseaux de Lévi-Strauss ou de Ballandier, et on ne peut pas vous envoyer avec une bourse travailler. Alors elle m'a raconté, elle rêvait de partir au bout du monde. Et puis, manque de bol, elle est à Créteil. Bon, mais rassurez-vous, elle a quand même été à Champigny, un peu plus loin. Et donc, elle rentre elle croise un fonctionnaire de Créteil, elle est dans sa petite 4L, et le fonctionnaire de Créteil la reconnaît, et puis lui dit, ah oui, c'est vous qui travaillez sur ces gens-là. C'est pour ça qu'elle a intitulé sa thèse Ces gens-là, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas faire rentrer dans une case, ouvriers, immigrés, chômeurs, etc. Non, ce sont effectivement ces gens-là. Et donc, elle reprend ses travaux sur les bidonvilles, comme ça de manière forcée, parce que les bidonvilles sont là en France à ce moment-là, mais elle retourne aussi au Maroc, et là, c'est très long, mais elle nous explique, elle essaie de donner une définition du bidonville. Elle dit, le bidonville n'existe pas. Déjà, ça commence bien, si je puis dire, c'est très bien. Celui qui le cherche ne rencontre que les bidonvilles X et Y de la ville Z. Jamais anonyme, il participe à la dynamique de la cité au même titre que n'importe quel quartier. Vous voyez, ça, c'est tout à fait passionnant, parce que c'est ce que moi, j'en arrive après des années d'études sur les bidonvilles et toute la littérature anglo-saxonne, et pas seulement sur les bidonvilles, à dire que le bidonville fait partie de la ville, enfin, dès le début, elle le constate également. Néanmoins, elle se risque à proposer une définition, 2 points, je la cite, « Il s'agit d'un habitat groupé, précaire, mais spontané, c'est-à-dire construit par l'habitant, non pas par les pouvoirs publics. Il faut donc distinguer les bidonvilles proprement dit des autres habitats type cité d'urgence, également pauvres, mais contraints, donc appartenant à la catégorie HLM. » Et pour ce qui est de la description des cabanes, je donne juste un exemple parce que je vois qu'il reste quelques minutes. Donc, elle décrit 2 maisons du bidonville de Douardoum qui se trouve à Rabat cette fois-ci et qui est peuplée de 15 000 habitants environ. Alors, voilà, je la cite. On entre de plein pied dans une cour entièrement cimentée, 7 mètres sur 5.
à l'exception de l'espace ménagé pour un jardinet et 4 rosiers. À gauche, un rempart de ciment supporte à hauteur d'épaule la palissade de tôle en retrait, au pied de laquelle poussent des plantes grimpantes. À droite, on descend par 3 marches hautes dans 2 baraques contiguës. Au fond, 4 marches de ciment font accéder à un jardin suspendu contenant un amandier, une cage à oiseaux, une corde à linge et la niche du chien. L'animal se trouve juste à la hauteur du toit de la maison. On entre, ça c'est une deuxième description, on entre dans une cour carrelée de 4 mètres sur 4, bordée à droite d'une baraque atelier. Un large perron descend en équerre. Il dessert à droite, un premier niveau, une pièce en ciment, à gauche, 2 marches plus bas, une baraque et une cour, ombragée d'un figuier. C'est dans la cour basse que contient le bit el mal, c'est-à-dire la cuisine, où se font la vaisselle et les épluchages. La cour haute, sous au vent, sert de lieu de détente pour les femmes. Alors, vous voyez, ce sont des petites unités qui sont à mi-chemin entre une fermette, si vous voulez, et une ville et une maison de ville. Donc, je suis retourné à Douarnenez, parce que j'avais été il y a très longtemps. J'y suis retourné juste avant le confinement. Parce qu'il se trouve que je suis prof invité à Rabat depuis longtemps. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, du coup, j'y suis retourné et je l'ai visité Douarnenez très longuement avec 2 architectes, dont l'un est un de mes anciens étudiants, que je n'avais pas revu depuis au moins 30 ans. Et là, ils m'ont baladé et je me suis aperçu que j'avais le Colette Pétonnet à la main, que tout ce qu'elle décrivait, qui était précaire, en bois, etc., a été durcifié, comme on dit. C'est un verbe un peu curieux. C'est-à-dire que tout a été refait en parpaing. La municipalité a amené l'eau, donc il y a l'eau courante dans chaque maison, avec un coin douche, etc. Et par contre, ce qui demeure, c'est le fait que les pièces n'ont pas d'affectation. Ça, c'est typique, pas seulement du bidonville au Maroc, mais de toutes les maisons, pour la plupart des maisons d'Afrique noire et d'Afrique du Nord, les pièces n'ont pas d'affectation fonctionnelle comme en Occident. Du reste, en Occident, on sait, on connaît très très bien l'histoire des pièces. On sait depuis quand il y a une salle de séjour, une chambre des parents, une chambre des amis, un salon, un salle à manger, un fumoir, un boudoir. Tous ces trucs-là, on les connaît. On sait très bien que ça commence à la fin du XVIIIe siècle pour l'aristocratie et la bourgeoisie, et que progressivement, on en arrive à une standardisation du logement. Du reste, qui est remis en cause aujourd'hui, puisqu'il y a une demande de plus en plus forte pour une pièce à vivre qui, précisément, entremêle salon, salle à manger et cuisine. Bon, donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle redistribution des pièces. Dans l'ouvrage que j'ai fini il y a quelques semaines et qui sort en janvier, qui s'appelle « Pays de l'enfance », qui est un ouvrage sur les territoires de l'enfant. Je prends tous les territoires de l'enfant un par un, le ventre maternel, le berceau, la chambre, la classe, la cour de récréation, très important, la rue, l'aire de jeu, etc. Je me suis aperçu à quel point, là aussi, il fallait vraiment désoccidentaliser notre regard, parce que le statut de l'enfant, par exemple, n'est pas du tout le même à l'échelle planétaire dans toutes les sociétés. Et donc, le rapport de l'enfant à la rue n'est pas le même, le rapport de l'enfant au berceau n'est pas le même, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'approche transhistorique et transculturelle qu'il faut essayer de faire. Oui, il faut que je m'arrête.